Yo! Gourk les gens! Aujourd'hui pour cette deuxième chronique de PPF, on va parler d'interface homme-machine. Qu'est-ce que c'est que les IHM, Artus? Eh bien plein de choses, c'est un sujet énorme, mais pour résumer simplement avec des concepts modernes, on peut citer joystick, imprimante, écran tactile. Ah exactement, même les cartes à perforation. Bon, alors et sérieusement, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est qu'une interface homme-machine, Artus? Eh bien c'est tout simplement ce qui permet à l'homme de contrôler une machine ou à une machine de retourner des informations à l'homme, c'est l'interface. Ok, alors qu'est-ce qu'une interface? Eh bien notre ami Larousse nous dit limite commune à deux systèmes permettant des échanges entre ceux-ci. C'est simple, non? Ouais, alors qu'est-ce qu'une machine? Eh bien c'est un produit fini qui permet sous l'action d'un opérateur d'effectuer une tâche définie. Ok, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'un produit fini, Artus? Tu le fais exprès? Oui, bon, simplifions vulgairement. Considérons que le poivrier, c'est la machine. Dans ce cas, moi, je suis l'opérateur. Du coup, le moulinet, c'est l'interface entre l'homme et la machine, IHM. Allez, maintenant c'est l'heure de la base historique. C'est l'heure de la carte à perforation. En 1725, avant même l'invention de la pile et encore moins du premier langage de programmation, Basile Bouchon invente le premier métier à tisser semi-automatique fonctionnant grâce à des cartes à perforation. C'est d'ailleurs à cette même époque qu'on voit apparaître dans les rues l'orgue de Barbarie. L'orgue 2 ? Tu sais, cet instrument bien glauque, hyper angoissant, tu vois. Ah oui, genre vol de rêve d'enfant dans les années 90, mon gars. Mais alors pourquoi parler d'un métier à tisser fonctionnant par carte à perforation? Eh bien figure-toi que la carte perforée a été utilisée pour le traitement d'informations du recensement américain vers la fin des années 1800 par Herman Allwright, qui n'est autre que le petit fondateur d'une petite boîte nommée IBM. Ah, les premiers programmes à destination des ordinateurs modernes se codaient grâce à des cartes dans des machines IBM. Elles contenaient 80 colonnes, possédant chacune 12 points de perforation. Des opératrices perforaient les cartes pour y stocker des informations. Capacité de stockage 960 euros. Waouh! Eh ouais, ça rigolait pas mon gars. Ensuite, inséré dans la machine, il était possible de faire apparaître les informations stockées sur la carte, comme la fiche d'un individu, son âge, son adresse, etc. Trop old school, mais trop cool. Même si j'ai entendu aujourd'hui qu'il y a des geeks qui essayent de remettre au goût du jour les cartes à perforation via un système avec une sortie USB, on parle quand même de la préhistoire des ordinateurs modernes, mon gars. Allez, maintenant que ça c'est dit, c'est parti pour les années 1960. Jingle! 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 1960, c'est le premier clavier pour ordinateur. D'ailleurs, je sais pas si t'es au courant, mais le fameux QWERTY, ça remonte à loin. Sans deck. Ah oui, ça a été testé à la base sur les secrétaires dans les années 60. Bah, c'est récent alors. Non, je voulais dire 1860. Eh oui, la disposition QWERTY remonte à 1868. Elle a été mise en place pour éviter les risques de blocage des machines à écrire. Les marteaux mobiles qui venaient frapper le papier pouvaient s'en mêler et donc se bloquer. Le but était donc de reprendre les lettres le plus fréquemment utilisées en anglais et de placer les marteaux de telle sorte que l'on évitait au maximum qu'ils ne se croisent et donc ne se bloquent. Mais je l'ai déjà dit. Oui, tu l'as dit, d'où la disposition QWERTY, inventée par Christopher Latham Scholes. Ah, d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais la compagnie Remington, c'est celle qui a popularisé le QWERTY, mais cette compagnie est aussi bizarrement et tristement connue pour sa fabrication à grande échelle de multiples modèles bien connus d'armes à feu. Ouais, enfin, aujourd'hui, ils font des rasoirs, hein. Bonjour le rachat de conscience, mon gars. Bon, t'as pas un autre truc qui a révolutionné notre façon de voir le monde pour le passé? Ça va, mon gars, tu me fous une de ces pressions, là. Je sais pas, moi. Ah oui, j'ai un truc bien old school, mais bien cool, mon gars. C'est quoi? La télécommande infrarouge de nos téléviseurs. Et en quoi c'est old school, la télécommande infrarouge de la télé? Tu crois qu'ils sont en train de nous regarder devant quoi, les gens, là? À canal satellite? Ouais, non. Alors, cette télécommande infrarouge? Eh bah, en vrai, nous devrions simplement parler de télécommande. Ah bon? Et oui, figure-toi qu'avant que les télécommandes utilisent des rayons infrarouges pour transmettre des informations, elles utilisaient des ultrasons, comme les Space Commanders de Zenith en 1956, créées elles-mêmes par Robert Adler sur la base des télécommandes flashmatiques, inventées en 1955 par son ami Eugène Paulet, et fonctionnant, elles, grâce à un flash lumineux. Ouais, et avant ça, mon gars, il y avait les radiocommandes de Nikola Tesla. Le mec, il a commandé des bateaux avec, hein. Si c'est pas de l'interface homme-machine, ça? C'est fou! Bah voilà! Là, on peut commencer à taper dans le dur, parce que moi, je commence à me faire chier en vrai. Alors, t'as quoi pour nous, Tus, là? Bah, le truc le plus évident qu'on utilise tous les jours, c'est l'écran tactile. Ah oui, alors l'écran tactile, c'est une interface homme-machine qui nous permet d'interagir avec l'interface graphique de nos téléphones, tablettes, réfrigérateurs, voitures, tondeuses à gazon. T'es sûr de celle-là? Oui, bref, concrètement, il y a deux types de technologies, hein, le capacitif et le résistif. Étant donné que le résistif, ça commence vraiment à dater, parlons 2 secondes du capacitif. Et oui, comme nous, humains, sommes des êtres conducteurs, on place sous une dalle de verre une couche d'oxyde d'étain et d'indium qui, sous l'effet d'un contact du bout de notre doigt, perturbe le champ électrique de la dalle. Et c'est cette perturbation qui est détectée par des électrodes placées sur les bords de l'écran. Grâce à ça, tout marche un peu comme un jeu d'échecs. Le périphérique peut détecter la position de notre doigt sur des axes X et Y de l'écran. Et bam, ça clique. Ouais, tu fais rêver, mec, franchement.
Excuse-moi, il y a Leapmotion qui est plus sexy par exemple. Ah, voilà, ça c'est Ah, sexy, voilà. ça me plaît, ça. Tu vois quand tu veux. Oui, je fais ce que je peux. Hein. Quand Leapmotion est sorti, tout le monde était sur le popotin. C'était Minority Report avant l'heure. L'affranchissement de la souris et même du tactile. C'était une révolution, mon gars. Vidéo. Et pourtant, le Leapmotion, c'est du matériel hyper simple. Pour arriver à ce résultat, 3 LED infrarouges balayent un champ au-dessus duquel vos mains sont placées. Puis, 2 capteurs vidéo haute définition se chargent de recréer une image stéréoscopique de la scène. Bon, vulgairement, une image 3D. Hein. C'est ensuite le logiciel sur votre machine qui se charge de traiter les informations pour retranscrire vos mouvements en informations de déplacement sur votre ordinateur. Mais dans la réalité, c'est l'échec. Les problèmes principaux viennent d'un manque d'applications compatibles et mal développées. Et évidemment, on ne parle pas de la fatigue musculaire engendrée par les mouvements des bras pratiquement tout le temps tendus au-dessus du périphérique. Bref, affranchissement de la souris ratée, une de nos interfaces à machine préférées depuis des décennies. Enfin, pour couronner le tout, le SDK. C'est-à-dire le kit de développement que les programmeurs utilisent pour créer un logiciel qui fonctionne avec ce périphérique. Est incomplet, difficile à utiliser et peu stable. Oui, depuis les choses se sont améliorées. Hein. Le C'est Leapmotion se vend toujours, le SDK en version 2 a corrigé énormément de problèmes, mais ça n'a pas suffi. Hein. Faut le reconnaître. Pourtant, ce petit périphérique, il est pas cher, il est sympa, tu peux le tester, tu verras, c'est plutôt cool. Mais franchement, je connais personne qui en a un, moi, même pas nous, quoi. Et c'est tout le défi du présent, hein. Alors que la télécommande, la carte à perforation, le clavier, la souris, les manettes de jeu, et j'en passe, ont révolutionné notre façon d'interagir avec les machines. Comment inventer de nouveaux procédés aussi efficaces que ces périphériques que nous utilisons tous les jours? Eh oui, c'est vrai que les souris ont la dent dure. Hein. En tout cas, sans alimenter les guéguerres sans fin Apple, Google, Microsoft, on sait tous, entre autres, ce qu'Apple a apporté en termes de grand public pour la mobilité. C'est clair. Par exemple, alors que les 2 premiers ont réussi leur passage au tout tactile, Microsoft a eu beaucoup plus de mal à imposer son interface pour Windows 8 et Windows Phone, baptisée Modern UI. Ah oui, celle qui retirait le bureau, là. Quelle Oui. horreur. Il y a une question de synergie des programmes dans tout ça, et pas seulement de technologie révolutionnaire. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, et avant de passer dans le futur, on devrait aborder le casque époque, mon gars. Vidéo. Ce casque relie l'utilisateur à l'ordinateur via une interface neuronale directe. En détectant l'activité neuronale de notre cerveau, le casque l'interprète pour envoyer des actions dans un jeu vidéo. Le système se compose de 14 électrodes salines et de 2 électrodes de référence. Les électrodes d'ailleurs ne sont pas destinées à recueillir uniquement les signaux EEG, mais peuvent aussi servir à enregistrer les signaux provoqués par la contraction des muscles du visage. Évidemment, le casque ne lit pas à proprement parler dans la pensée, mais se calibre en détectant le type de signal que votre cerveau émet lorsque vous pensez, par exemple, à marcher en avant. Et ensuite, cette activité est captée, envoyée à votre machine et assimilée à une action dans le jeu ou programme que vous souhaitez utiliser. Bien, maintenant que ça c'est dit, c'est parti pour le futur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour le futur, on manque pas de projets et d'idées. Et oui, les objets dont nous vous avons parlé précédemment sont déjà des concentrés de plusieurs technologies très prometteuses. Oui, mais pour autant, leur développement technique et commercial n'est pas assez abouti, d'après nous, pour les laisser rentrer dans notre quotidien. Et c'est bien là le défi d'avenir des grandes et des petites compagnies. Développer une interface fonctionnelle, universelle et surtout capable de supplanter nos habitudes du quotidien. Et malgré tout, on a quand même actuellement tous les outils en main pour s'amuser et révolutionner notre quotidien. C'est vrai, regarde, je sais pas moi, l'Oculus Rift et l'Omni. Ouais, enfin, attends, bonjour la tiraille, hein, c'est quand même pas très pratique, Oh. t'es complètement coupé du monde. Puis en plus, j'imagine les mots de tête, hein, bonjour. Bah prends Kinect, moi je sais pas. Damn. Yeah. Ah mais non, non, là pour le coup, Kinect, c'est pas au point. C'est pas autant immersif. Et en plus, c'est que pour les jeux vidéo. Non, non, il faudrait utiliser ce système et qu'il soit plus stable et plus universel, tu vois. Genre avec ça, par exemple, on pourrait imaginer qu'il soit possible de carrément s'affranchir des interrupteurs chez soi, tu vois. Enfin, je sais pas moi, en faisant un truc de ouf, genre tu pointes une ampoule et puis tu peux l'éteindre à distance. Vidéo. Ok, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Mais bon, je sais pas moi, attends, imagine, ok, qu'avec ça, on pourrait habiller toute une pièce Oui. grâce à un décor virtuel et interactif juste pour le kiff.
Vidéo. Wow, ça va là, c'est bon, c'est pas la guerre. Bon, tu reconnaîtras quand même qu'on est sur un statut de prototype et que c'est pas vraiment au point. Parce que là, c'est géré par des vidéoprojecteurs. Hein. Ouais. Donc bonjour les ombres dans le salon. Mais j'avoue que dans le futur, il y a moyen de faire un truc vraiment stylé. Hein. Non. Imagine que ce système scanne la pièce en infrarouge, qu'il fasse une carte 3D de l'endroit avec la position des meubles, leurs angles, leur taille, tout automatiquement, hein, parce que comme ça tu peux l'emmener chez un pote, sinon ça sert à rien, hein, c'est ça qui est cool. Et que grâce à ça, tu peux jouer un jeu vidéo en rendant ta chambre complètement modifiable, interactive et destructible, mon gars. Vidéo. Oh, this you crazy mother. C'est la dernière fois qu'on est frères. Oui bah je sais pas, moi t'avais qu'à dire un casque trop moche relié à la prochaine version de Windows qui te prend toute la tête en mode Robocop hein, et qui peut afficher dans un décor réel des informations et des objets virtuels avec lesquels tu peux agir. Et ben voilà, vidéo. Ok, mais attends, là j'ai du lourd. Imagine qu'il y ait des lentilles de contact avec des écrans LCD dedans. Du coup là tu dis adieu aux lunettes, on est d'accord hein. Et bah je suis sûr que c'est même pas possible au stade de prototype, tellement j'y crois pas. Vidéo. Ok, je suis désolé. On peut redevenir frère? Vidéo. Voilà, cette vidéo est bientôt terminée, alors n'oubliez pas les 3 points PPF, passé, présent, futur. Carte à perforation, clavier et télécommande, écran tactile, Leapmotion, Kinect, etc. HoloLens, Illumiroom, Oculus Rift, Virtuix Omni. Maintenant, pouce vert au pouce vert. À vous de faire vos commentaires. Ciao.